Bonjour, madame la presse qui est présent. Bonjour, mes camarades internautes qui peuvent suivre nous sur nos pages Facebook. Bienvenue à nos conférences de presse aujourd'hui, samedi 9 septembre 2023. Présent dans nos conférences de presse, Vina Dela, Ashok Soubron, Kougan Parapen et moi-même, Dani Monti. Aujourd'hui, nous thèmes nos conférences de presse, les constats économiques, la veille élection. Mais avant qu'il me passe la parole à Kougan Parapen, qui peut causer ce thème-là, Résistance et alternative nous présente nos sympathies à les peuples marocains, qui peut éprouver par tremblement de terre qu'ils ont vivre hier. Et tout de suite, passe la parole à Kougan Parapen. Oui, merci Dani. Bonjour tous mes camarades de la presse et mes camarades qui peuvent suivre sa conférence de presse là. Thématique qui nous choisit pour nos conférences de presse aujourd'hui, c'est challenge économique auquel nos pays peuvent faire face. Surtout, nous pensons qu'il est important brosser un constat de la situation. Surtout par rapport à le fait qu'il y a une élection peut rapprocher à grands pas et qu'il est extrêmement important autant qu'il nous cause un problème démocratique nous pays, nous aussi aborde un problème économique qu'il a. Donc, souvent nous tenons le gouvernement cause de reprise économique en 2023. Je même à ce qu'à dire qu'il y a un feel good factor dans le pays et que ça, je get ça en termes de, disons, profitabilité de bonnes compagnies du secteur privé et qu'aussi peut-être par rapport à certains chiffres de la croissance. Mais je crois que ça qui nous constatait, c'est aussi le constat de la majorité de bonnes Mauriciens, c'est que les peuples pas fin regagnent ce pouvoir d'achat. Donc nous capables cause de reprise économique, mais par contre, je ne crois pas qu'ils nous capables cause de reprise du pouvoir d'achat de bonnes ménages et de bonnes familles mauriciennes. Vous pensez que chacun, dans sa propre expérience, besoin de reconnaître qu'aujourd'hui, le coût de la vie est extrêmement plus élevé qu'il y était quelques années de cela, et que même avec la reprise économique, beaucoup de Mauriciens pensaient qu'ils nous pourraient venir à côté de nous en termes de bien-être avant la COVID-19. Mais il faut aussi de constater que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous pouvons guetter un peu qui a une raison qui fait que sa reprise-là n'est pas quand même résaillir le pouvoir d'achat. En général, quand une compagnie fait faillite, c'est quand il peut faire la perte et qu'il trouve que la situation pas pour améliorer le sitôt, là, il déclare faillite, il dit ça qu'on appelle bankruptcy, et que les gens qui investissent de capital dans la compagnie potentiellement perdent tout cet investissement, et qu'aussi malheureusement, un employé de sa compagnie là retrouve sur le carreau. Donc, la faillite d'une compagnie, il y a une affaire qui est bien documentée. Nous connaissons quand une compagnie fait faillite. Mais est-ce qu'il nous connaît quand un ménage, soit une famille, lui fait faillite? Est-ce qu'il est capable d'arriver qu'il y a une famille ou un ménage fait faillite et qui ban symptômes qui nous besoin guetter pour qu'il nous capable de dire ça? Est-ce qu'il nous peut besoin attendre qu'une famille mauricienne commence à arrêter de payer une dette pour qu'il nous dise oui, sa famille-là fait faillite?
ou le simple fait qui, dans une famille, dans un ménage, des enfants, des parents, pas capables de dormir, ventre rempli, est-ce que ça, c'est pas suffisant pour qu'on dise qu'il y a un ménage ou une famille en faillite? Aujourd'hui, à Maurice, il y en a beaucoup et de plus en plus de Mauriciens et de Mauriciennes qui peuvent dormir et qui ne sont pas satisfaits de la faim. Et que ça, c'est un syndrome extrêmement préoccupant et que malheureusement, par rapport à la politique gouvernementale qui peut adopter, nous pas trouver comment cette situation-là pour améliorer grandement de sitôt. En fait, le gouvernement il peut pratiquer une sorte de politique de l'autruche. Il peut refuser trouve que le problème-là était et qu'il peut dire tout va très bien, Madame la Marquise. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, récemment, quand l'INFEN répond à une question de membre de la presse, il est catégorique et qu'il dit qu'il Maurice pas faire face à aucun problème structurel. Et qu'il dit qu'il y a un rapport au FMI, un rapport à la Banque mondiale, et qu'il n'y a pas un rapport à l'INIA. Et qu'il dit qu'il est fier à ça, Maurice n'a aucun problème structurel, et qu'il n'y a personne à Maurice qui a fait la leçon dessus. Mais quand il dit des affaires comme ça, il montre son incompétence totale en tant qu'un ministre des Finances, et qu'il fait à nous inquiéter qui, en 2023, un ministre des Finances de la République pas capable de reconnaître qu'il y a un problème structurel économique qui nous pays peut faire face. Qui était un problème structurel macroéconomique, un spécialiste, un économiste définit comme un problème économique qui est chronique, c'est-à-dire qui est persistant, et qui est structurel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème qui a par rapport à un contexte particulier. Non, il y a un problème qui a par rapport à structure une économie, à structure une société. Et un problème structurel, c'est un peu un obstacle à ce que l'économie fonctionne de façon efficiente et que souvent, à cause de ce problème structurel-là, une ressource, par exemple, pas nécessairement être allouée ou dirigée d'une façon optimale. Donc, quand nous avons un problème structurel qui finit identifié à travers l'histoire, nous retrouvons plusieurs problèmes structurels là dans l'économie mauricienne, notamment la disparité salariale, un déficit chronique commercial entre nous exportation et importation, et une faible croissance de la productivité de nos main-d'œuvre. Ce qui nous réalise, parce que la disparité salariale, il y a des gens qui ne sont plus capables à cause de low wage à Maurice, et que je crois que ça va être bien mal renseigné. D'après un chiffre de statistiques Maurice, donc officiel de l'État, publié en 2021, 8 Mauriciens l'ont 10, salaire de base, moins que 30 000 roupies par mois. 8 Mauriciens l'ont 10. Donc, est-ce que quand 8 Mauriciens l'ont 10, notre salaire de base, moins que 30 000 roupies par mois, est-ce qu'il nous capable de dire que la disparité salariale à Maurice, c'est une chose du passé
Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que le salaire est bien augmenté comparé à 10 ans, 20 ans, 50 ans de cela. Mais le salaire, il y a une affaire relative. Il n'est pas juste combien, en termes absolus, un gens peut gagner, mais combien d'affaires il est capable d'acheter, consommer avec sa salaire-là. Aujourd'hui, je crois tout le monde qui est dans le supermarché, tout le monde qui tire ration, pour reconnaître qu'il y a 20 000 roupies par mois, c'est un salaire avec lequel il y a beaucoup de difficultés pour faire des bouts de douane à la fin du mois. Pour tirer une caddie commission pour un mois, aujourd'hui, c'est 10 000, 15 000 roupies qui peut aller. Bien, si vous payez 20 000 roupies par mois, est-ce qu'il nous appelle ça une high wage economy? Par rapport à déficit commercial, qui est notre problème structurel nous l'économie, nous notons que l'imbalance entre exportation et importation reste augmentée d'année en année. Bon, nous tous connaissons Maurice créé comme une colonie pour exploiter la canne à sucre. Dans l'époque, d'ici que tu as énormément de valeur le marché mondial. Donc, à l'époque, nous avons une exportation d'ici que tu peux ramener nous, comme on veut dire, nous, c'est l'économie mauricienne, assez revenue pour que nous soyons capables de payer nos importations. Mais d'ici que n'est plus la même valeur le marché mondial, nous avons une industrie fort contemporain qui est le tourisme et le textile peut essouffler depuis plusieurs années. Par contre, nous, bill importation, tout ça qui nous payait en devises étrangères, enfin, nous importons de l'essence, de l'huile lourde, tout nous manger presque importé, tout bon équipement, tout bon véhicule importé, toute technologie importée, et que de ce fait, nous gagnons un déficit commercial chronique. Et que ça, c'est un problème les plus graves auxquels nos sociétés font face. Et quand on a un ministre des Finances, dit que Maurice peine un problème structurel, mais moi pas connais si pas il pas peut trouver qu'il y a un déficit commercial là qu'il a depuis des années et des années et qui reste augmenté chaque année. Merci. Ça que le ministre et le gouvernement peut dire, c'est qui, mais pas nous faute ça, c'est pas la faute à un décideur politique, c'est pas la faute à la structure de l'économie. Covid-19 et que la guerre en Ukraine se faute ça. Nous ne sommes pas là pour nier que Covid-19 et que la guerre en Ukraine il a un impact économique qui a affecté le monde en entier et il a affecté Maurice aussi. Mais de là, pour venir mettre tout les deux, Covid-19 et que la guerre en Ukraine, je crois que c'est pousser le bouchon un peu loin. Parce qu'il y a un autre phénomène qui peut affecter nos sociétés et que ça bien avant la guerre en Ukraine et bien avant Covid-19, c'est le phénomène de gentrification. « 'Gentrification' qui était ça? Gentrification qui était ça,
gentrification, c'est ça processus que un groupe d'immunes qui est plus affluent, c'est-à-dire qui est plus riche qu'un groupe local, c'est ce groupe d'immunes qui progressivement vient et remplace le local dans d'autres endroits. Donc, Maurice peut faire face à un phénomène de gentrification, loin de magnitude qui nous-mêmes pas capables d'imaginer. Et que ce phénomène de gentrification-là, il existait parce que le gouvernement il met en place une mesure pour promouvoir la gentrification. Et Résistance alternative, depuis 2017, petit à la sonnette d'alarme, l'eau, ça problème-là. Et je me rappelle que quand nous posons candidat pour la partielle au numéro 18, nous basons nos campagnes presque exclusivement dans ce processus-là. Et que nous tirer l'attention, électeurs de la circonscription numéro 18, mais par ricochet de la population mauricienne en général, l'autre danger que la gentrification représentait pour la population mauricienne. Nous dire en 2017 qu'il fait attention, si pas fait non pour arrêter ce processus-là, l'économie mauricienne, la société mauricienne pour faire face à une augmentation généralisée dans le coût de la vie. Nous tirons la sonnette d'alarme pour dire que la gentrification peut amener une crise au niveau immobilier, que les pouvoirs de plus en plus difficile, voire impossible, pour les Mauriciens aspirer à une propriété à un terrain ou même une case. Nous pouvons dire que ce processus-là, pour faire les Mauriciens mettre la quai pour quitter le pays en grappe, et que nous pouvons dire aussi que ce processus-là, pour faire que la plupart des taxes qu'ils prennent dans ce pays-là, pour prendre les de façon indirecte, c'est-à-dire dans le supermarché, à travers la TVA, le ban produit, etc. Et même le ban taxe abusif, l'essence. Mais nous pas besoin d'attendre longtemps pour que l'histoire de nous raison. Nous, en 2023, et que même pas 5 ans après qu'il nous fait sa campagne-là, mais tout ça qu'il nous peut dire, malheureusement, il vient une réalité. Exodie, plus grave encore, dans ce processus de gentrification-là, je n'ajoute un nouveau élément, et que ça, c'est la libéralisation du marché du travail. Donc, aujourd'hui, ou pas si en compétition avec un non-mauricien qui plie affluent pour acheter un terrain, pour acheter la case, mais aussi le système, l'État, avec la connivence du secteur privé, ils mettent aussi toute la classe travaillère en compétition avec travailleurs étrangers. Libéralisation totale, tout ban quota in sauté, et que finalement nous posons la question, mais nous ban décideurs politiques, donc ça n'a pas d'intérêt, je prends une décision, parce que ça qui peut passer là, n'est pas dans l'intérêt la majorité, la quasi-absolue majorité de ban mauriciens. Donc, là, récemment, la radio tient une émission, le travailleurs étrangers, et tient un plateau bien pro-capitaliste. Quand on peut faire
un travailleur mauricien, comment dire, senti autres, fait autres senti autres coupables, comment dire. Comment dire, quand un travailleur, ou pas gain droit, aspire à une vie de famille, ou pas gain droit, prend congé, ou pas gain droit, comment dire, un nombre de travail fixe. Vous savez, vous appelez ça néo-esclavagistes là. Un travailleur, il bizarre, comment dire, corps et âme de ce travail, il n'a pas gain droit à la vie familiale à part. Pourtant, l'esclavage est aboli en 1835, presque 200 ans de là. Mais à l'esprit esclavagiste là, il y a encore fait partie de mentalité de pas mal de personnes dans le secteur privé. Exact un récit, comment dire, gagne un gouvernement qui d'accord aux autres et qui peut pas tout qualité la loi, qui compte l'intérêt de toute la classe travailleur. Ça qui ce gouvernement-là peut promouvoir, c'est de promouvoir un paradis capitaliste. Et qui dit paradis pour capitaliste, dit l'enfer pour la classe travailleur. Là, ce grand argument par rapport à, disons, Smart City, Van Natea à ban étranger, etc. Ce grand argument, c'est qui ça peut ramener des devises dans le pays. Mais devises, il y a différentes qualités, façons où ramener des devises dans un pays. C'est soit où il y a un secteur d'exportation, comme le tourisme, comme le textile, qui, chaque année, y amène ce flot de devises étrangères, soit ou en détour et qu'on prend un prêt en devises qui n'est pas nécessairement une bonne solution, soit ou faire ça qui n'a pas fait en ce moment. Ça veut dire ou venir un bout au pays à une tierce partie contre une certaine somme en devises étrangères. Mais à la différence d'un secteur d'exportation qui cave là pendant tout le temps. Quand on peut venir un bout au pays, mais au pays là, il n'est pas infini. Dans 5, dans 10 ans, quand on finit de vendre toute la terre qui est dans le pays là, mais là, qui vous fait? Comment vous gagnez des devises là? Et qu'en plus, si nous faisons une analyse, hein, et c'est une particularité mauricienne, probablement, tout ça devise qui peut rentrer là, un gros pourcentage là-dedans, voire une majorité là-dedans, peut ressortir du pays là, presque immédiatement. Nous avons un Smart City Scheme, Côte Ban Villa, disons, une villa peut vendre $1 million. Exodie $1 million pour une villa dans Maurice, c'est pas un chiffre, comment dire, extraordinaire, hein? $1 million, une ville, comment dire, monnaie courante pour une propriété pour un expat dans Maurice. Donc, promoteur là, vend villa là, $1 million, ça veut dire, du monde qui passe cette villa là, transfère $1 million, donne promoteur là. Vous les promoteurs là fait 30% profit là, donc les gars $300 000 pour l'IA, ça se profit. Les peuples Maurice pas pour tout ça là, promoteurs là se casse ça. Il reste $700 000 là. $700 000 là, ils peuvent investir ça, ils peuvent arranger villa là. Mais pour arranger une villa, vous besoin de matériaux et tout besoin aussi normal du monde qui travaille le sentier. Et imaginez tout le monde qui travaille le sentier là, c'est travailler étranger. Tout matériau qui vous peut importer
sorti de l'extérieur, puis il n'y a rien qui peut produire à Maurice. Tiles sorti de l'Italie. Électroménager sorti du Japon. Nous importons tout matériau qui servait dans la construction, ferraille, soit la sortie, pas sorti dans Maurice, du bois, pas sorti dans Maurice. Donc finalement, dans ça, 1 million qui supposément une ramène des devises dans le pays, là, capable 50-60%, 600 000 $, tout de suite, paierait sorti, paierait aller. Et que dans 400 000 $ qui restaient, on dit, ça on garder, mais 300 000 là pour promoter là ce profit. Donc, au final, 1 million de dollars qui se peut dire, vous amènent des devises, peut-être 100 000 $ qui peuvent vraiment trickle down dans l'économie réelle. Et là, le grand concept, pasteur, c'est Silver Economy. Je peux amener des gens retraités des vidéos, parce qu'ils ont son retraite, son pension en dollars, en euros. Là, ils pouvaient mourir si vous dépensez ça. Allez, bien bon. Mais quand ils vous dépensent ce dollar, ce euro dans Maurice, un petit peu retraité, ça, ils sont contents un petit plaisir de la vie, ils peuvent manger ce fromage, peut-être s'ils boivent ce divin, ou mangent ce steak, boivent ce jus, mais nous produisons ça, nous. Donc finalement, ils peuvent prendre ce casse-retraite, ils peuvent venir Maurice, mais ils peuvent consommer presque exclusivement un produit importé. Donc, on prend un dimoun, ou amener d'une population qui est déjà existante. Et on dit non, on pour aider l'économie, mais au final, il n'est pas pour aider l'économie, non. Parce que tout cas, ça peut sortir, peut aller. Ce n'est pas Mauricien qui profite de ça. Et ce n'est pas juste notre city, hein. Nous prenons projet métro express. L'un de nous casse, mais à une seule condition, c'est qui dit moun qui peut arranger métro express là, c'est une compagnie indienne, et que dit moun qui vous travaille au sentier là, ce sera un indien. Encore une fois, nous donnons 18 milliards, 20 milliards, 30 milliards en dollars. Mais pour tout cas, ça, on redonne l'aine. Mais ça, c'est le néocolonialisme. C'est les mêmes affaires que la France fait à l'Afrique. L'aine peut faire ça, nous, à travers Métro Express. L'hôtel, je dis, je paie assez main-d'œuvre. Mais imagine-nous si l'hôtel, demain, commence à opérer juste avec main-d'œuvre étrangère. Ça veut dire que nous la place pour amener touristes, bien bon. Mais si l'hôtellerie n'a pas créé l'emploi pour Mauriciens, ça veut dire qu'il peut juste exister pour faire profit pour le propriétaire de l'hôtel. Donc, nous ne sommes pas capables d'un système économique que l'emploi pour Mauriciens peut devenir de plus en plus inexistant. Comment vous justifiez une société qui crée une économie, mais qui n'a pas créé l'emploi pour sa société-là? Mais ça, c'est, comment dire, le capitalisme paradisiaque pour un gens qui n'a capital. Ça veut dire que là, je peux exploiter ressources, je peux exploiter même pas la main-d'œuvre locale, je peux exploiter main-d'œuvre étrangère, et que je n'ai aucune considération, aucune inquiétude par rapport à sa société mauricienne, qui peut arriver à Mandimoun dans sa société-là. Une population de 1,2 Djimoun, il y a 600 000, 700 000 Djimoun qui sont actifs. Mais si ça Mandimoun n'est plus qu'un travail, qu'est-ce que vous faites? Je peux mettre la quai pour le Canada, je peux mettre la quai pour émigrer. Et c'est ça qui peut passer dans ce pays-là en ce moment. Ce processus de gentrification-là, je peux servir sa libéralisation du marché du travail-là
pour donner un dernier coup de massue à la jeunesse mauricienne surtout. Donc, tout ça là pour dire que quand nous faisons un constat économique de la situation, il ne faut pas nous croire que si la guerre a arrêté, que si l'effet Covid complètement dissipé, que l'avenir reluisant pour la société mauricienne. Parce que le problème qui nous est actuellement, c'est ce problème de gentrification-là et qu'il peut accélérer. Smart City peut pousser comme un champignon à travers le pays. Et que ce n'est pas si Smart City, on dit, le gouvernement il libéralise le marché immobilier presque complètement. Ça veut dire que demain, la Zodi, nous avons là, mais si le gouvernement continue dans sa trajectoire qu'il a adoptée là, mais capable, continuité là, à bâtiment là même, mais il est capable accessible à un non-mauricien. Mais si c'est dans l'intérêt de l'épée Maurice qui s'est arrivé, ou soit c'est dans l'intérêt de qui détenir la terre, de qui détenir la capitale. Donc, il est important, et surtout là, parce à la veille des élections générales, donc beaucoup de débats qui ont une réforme qui besoin dans le pays, extrêmement important. Mais la préoccupation de ban mauricien lie aussi le pouvoir d'achat, lie aussi combien casse rentre dans ce poste. Et que là, nous dit à la population, faire bien attention, pas les autres omnibulés, pas les autres impressionnés par sa 1000, 2000 roupies compensation qu'ils nous donnaient là. Parce qu'autant que 1000 roupies, 2000 roupies, ils rentrent dans le poste gauche, autant 3000, 4000 roupies, ils disparaissent dans le poste droite. Donc, quand vous évaluez une situation, vous avez pas juste comment peut rentrer, vous avez aussi comment il disparaît, comment il peut sortir. Donc, il est extrêmement important qu'on ait cause réforme, nous aussi considère une réforme économique, parce que la trajectoire que nous peut aller là, dans 20 ans, 30 ans, $1 pour 100 roupies. Parce que 20 ans, 30 ans, c'est là $1 qui vaut 15 roupies, ils ont dit qu'il vaut 50. Mais vous connaissez $1 vaut 100 roupies, que ça veut dire? Ça veut dire un appauvrissement généralisé de toute la société mauricienne. Donc, Smart City, c'est le MSM, sans consulter les PEP, qui mettent ça dans ce programme, qui mettent ça à l'œuvre, hein, parce qu'il n'y a pas de programme électoral, non, rien ça. Mais là, aujourd'hui, nous peut cause si un MSM depuis pouvoir et qui met une nouvelle équipe à la tête du pays. Mais les petits poubons connaissent qui ça parti qui peut aspirer à diriger nos pays pour le futur là, qui se stand le Smart City, qui se stand la libéralisation marché immobilier, qui fait amène une partie traditionnelle cause le Smart City, qui fait même la plupart d'une partie extra-parlementaire pas cause de Smart City. Est-ce que c'est à cause de gain financement depuis ban promoter à Smart City qui est silencieux l'os assisé là? Est-ce qu'il est complice de ce qui peut passer dans ce pays-là? C'est aussi une question importante et essentielle qui, ont dit, dans le contexte électoral qui nous était, nous besoin aussi poser sur la table. Merci. Merci, Kougan.
Est-ce qu'il y a une question depuis membre de la presse? Merci, mes camarades de la presse qui sont présents dans nos conférences de presse aujourd'hui. Merci, nos camarades Internet qui peuvent suivre nous. Là, nous passe Facebook. Et bon samedi à tous.